So, the Palme d'Or goes to... Vous écoutez la Canne à Perche, la capsule quotidienne de la perche et dans le cadre en direct du festival. Et aujourd'hui, pour ce 3e épisode, je suis avec Yuri, toujours, avec Valentin, avec Félix, et on accueille Laurent. Bonsoir. T'es content d'être sur la croisette ? Fatigué mais content. Déjà fatigué ? Déjà fatigué avant, ouais, parce que quitte à démarrer, autant démarrer vraiment le Déjà mode VRR, fatigué, ouais. Je préviens quand même pour les gens qui nous regardent sur YouTube qu'on enregistre l'épisode en plusieurs parties. Donc si des gens apparaissent, disparaissent des canapés ou que mes cheveux sèchent ou sont de nouveau mouillés, c'est normal. On change Il y a de tenue. des coupures, voilà. Voilà, ça va être la magie du cinéma. On peut même faire une espèce de transition. Tu sais, on fait comme ça, comme Mimi Mati, et puis on se transforme tous. J'adorerais qu'on fasse ça avec la même musique, n'est-ce pas ? que Joséphine, l'ange gardien. On va parler d'abord de la compétition officielle, comme à chaque fois. Yuri, nous sommes allés voir Moulin de Laszlo Nemes. Je vais le pitcher, même si c'est l'histoire de Jean Moulin. Il faut quand même le rappeler, parce que je crois que Laurent n'était pas au courant. Oui, tu peux le pitcher, parce que Laurent a juste dit ça parle de quoi, Moulin ? J'ai dit que j'étais fatigué. Et j'ai dit que j'avais pas travaillé aussi sur la sélection, ça va ? Après, vous êtes dur parce que ça s'appelle pas Jean Moulin, ça s'appelle Moulin. Et donc ça aurait pu parler d'un moulin. Ouais. D'un moulin en mais Hongrie on a- réalisé par Laszlo Nemes. Ça reste Laszlo Nemes. tu On vois, a il en est cherché le capable, meunier. hein. Et oui, écoute. Juin 1943, Jean Moulin, chef de la résistance, est arrêté alors qu'il tente de réunifier les forces de l'armée secrète. Interrogé par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, Moulin est entraîné dans une confrontation implacable. Son ultime combat face à la manipulation et à la brutalité commence. Le destin de la France libre en dépend. Il y aurait rien que ça. Ouais, alors je trouve le pitch pas tout à fait fidèle. Pas si juste, ouais. Non, parce qu'en fait, il met vraiment l'enjeu sur les comment dire, il met vraiment l'accent sur les enjeux externes. On va dire la France libre, la résistance, les notions d'organisation, alors qu'en fait c'est pas du tout le sujet du film. Donc déjà, c'est pas du tout un film sur concrètement comment Moulin a été arrêté. D'ailleurs, le film ne répond pas à la question de qui l'aurait peut-être dénoncé ou pas. Oui, il lance des pistes, mais il tranche pas complètement. Il est pas du tout. D'ailleurs, il est très flou sur ce qui sera révélé à la Gestapo ou pas. C'est pas du tout son sujet. Moi, je trouve que là où le film est intéressant, et là où moi j'avais un peu peur du projet, parce qu'en effet, le film débarque un peu de nulle part. C'est une commande de la part de Alain Goldman, le producteur. Ça fait un peu film-réponse au De Gaulle de Pâté quand même. Qui va chercher Laszlo Nemes, le réalisateur du Fils de Saul, pour faire ce truc-là. Donc un réalisateur a priori pas très aguerri aux grosses productions patrimoniales du dimanche soir sur TF1. Orphelin, il ressemble peut-être un peu plus déjà, puis il y avait déjà Grégory Gadebois. Mais quand même, il reste quand même beaucoup dans le sillon du film d'auteur et tout. Donc là, c'était intéressant de le voir dans une forme d'exercice de commande un peu blockbuster comme ça, avec une grosse star. Enfin bref, Gilles Lelouch et tout. Gilles Lelouch qui joue du coup Jean Moulin, et Lars Heidinger qui joue Klaus Barbie. Et putain de cast, en vrai. Ouais, non, mais le cast est fou. Et ils sont tous les deux vraiment super. Et donc, le résultat est un film extrêmement sombre, qui oscille entre, on va dire, le film d'espionnage au début et une sorte de forme de thriller métaphysique sur sa fin. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui est que, en fait, de fait, Moulin, c'est un personnage qui est inattaquable. C'est-à-dire que c'est un saint, c'est-à-dire que globalement c'est un martyr, c'est quelqu'un qui globalement il y a rien dans sa biographie qui puisse te permettre d'avoir une once de doute sur la probité et sur on va dire le courage de ce mec-là. Et donc quand tu fais un film comme ça, quand tu t'attaques à un sujet comme ça, et là où je trouve que c'est un vrai film de cinéaste, un film d'auteur, enfin en tout cas le regard de Laszlo Nemes, c'est qu'en fait il prend à bras le corps cet aspect hagiographique. Et il en fait pas une hagiographie du style à quel point ce mec était formidable, à quel point on va dire une espèce de biopic à la gloire d'eux. Il en fait une forme de tombeau, une forme de truc très funeste, avec une mise en scène qui sans cesse pour moi rappelle l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a il y a un jeu sur l'obscurité, sur la noirceur. Tout est tout le temps dans le noir, sous-éclairé, avec seulement des silhouettes qui se détachent comme ça. Et les phares des voitures ressemblent comme ça à des yeux de monstres dans la nuit. La photo est vraiment très cool. Les silhouettes des nazis, globalement, ils sont très statiques, ils font très... figure de fantôme, ils font très figure un peu de ghoul, un peu, tu vois, dans la mythologie. Et tu sens vraiment qu'il s'est posé la question de comment faire de ce matériau qui forcément sera hagiographique, parce que de fait tu peux pas faire autrement,
un récit qui transcende un peu son sujet. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant et globalement très réussi, parce que moi j'étais tenu par le film, comme quand on regarde par exemple Titanic et on a l'espoir que le bateau se prendra pas l'iceberg. Là on a toujours un peu l'espoir que Moulin s'en sorte, alors que tu sais très bien comment ça va se conclure. Et donc pour moi le film est une franche bonne surprise, une vraie réussite là-dessus. Je pense qu'il faut encore un peu le temps pour vraiment le décortiquer, mais la manière dont il a d'inscrire ces personnages dans cet espace, de tout le temps se poser la question de cette lumière qui ressemble vraiment des tableaux de Rembrandt et du Caravage, donc avec toujours ce rapport à la mort partout. Il y a vraiment un truc très mortifère et funeste qui fait partie du coup du projet du film, et du coup les quelques moments un peu lumineux auxquels le personnage va vouloir s'attacher sont également pétris de cette noirceur. Donc moi j'ai plutôt vraiment apprécié le projet. Il y a 3 scènes ou 4 scènes qui sont épouvantablement mal écrites, et ça je ne comprends pas comment on peut faire. Enfin vraiment, c'est on vraiment. A soupiré en fait, même temps. tu vois un mec courir un 100 mètres et et failli battre le record du monde globalement. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, je trouve, de performance quand même, de se sortir d'un projet comme ça, hyper industriel, maximalisé, d'en faire une vraie proposition de cinéma, machin. Et vraiment sur les, je sais pas, 4 derniers mètres, il trébuche 7 fois. Et t'es là genre. Alors non, parce que c'est pas complètement vrai, parce qu'il trébuche pas à la fin. Il trébuche dès le début. Il trébuche quasiment dès le début. Et mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu un truc comme ça sur l'ensemble. C'est-à-dire que tu dis, mais t'aurais pu faire ton 100 mètres en un temps record, et juste parce que, je sais pas, t'as pas fait gaffe à 2-3 virages, on peut dire ce que c'est, ces scènes qui vont pas. C'est en fait sa couverture qui est de prétendre être un décorateur d'intérieur auprès d'une comtesse qui est jouée par Louise Bourgoin, et donc on est là dans des scènes on sait pas vraiment si il y a quand même une sorte de il y a de la drague, mais elle est mais on péniblement sait pas trop. lourde. Il parle de tableau, c'est d'une lourdeur absolue. Effectivement, ces scènes sont assez ratées. Moi, je suis un peu moins enthousiaste. Et les scènes que avec toi. Félix Lefebvre aussi, qui sont qui ont un intérêt narratif. C'est la différence. Parce que c'est ce qui va un peu lui donner. Enfin, c'est l'explication. En fait, c'est la personne c'est son co-détenu. Voilà, on va pas trop spoiler ce qui se passe avec lui. Moi, je les trouve aussi surécrite, quoi. Vraiment, c'est stabiloté, voilà. Mais pour le reste, franchement, le film est une franche bonne surprise, et il mérite complètement d'être là où il est aussi. Oui, si je peux moi un tout petit peu tempérer, je dirais qu'effectivement dans l'ensemble, je trouve le film un peu surécrit. Quand même. Je trouve effectivement que ces scènes, les quelques scènes avec Louise Bourgoin sont vraiment très pénibles, et c'est quand même assez dommage. Et moi j'ai des petits soucis avec la fin, mais là pour le coup j'ai l'impression qu'on rentrerait dans un truc où vraiment on spoil, donc je vais pas y aller. Ce que je trouve vraiment réussi, c'est effectivement cette espèce de dimension assez thriller en fait, parce que pour le coup tu parlais effectivement d'espionnage au début. Moi je suis d'accord avec toi, j'ai passé tout le film à avoir envie qu'il s'en sorte dans cette espèce de jeu de chat et la souris, d'interrogatoire, on n'arrête pas d'essayer de le piéger et t'as envie qu'il s'en sorte, tu sais qu'il va s'en sortir, mais ça marche très bien. Il faut dire que ces scènes d'interrogatoire sont hyper bien tenues, bien écrites, magnifiquement jouées. Enfin il y a quand même un truc très impressionnant. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est le fait que énormément de choses se passe hors champ. Moi j'avais très peur du torture porn, parce que quand même tu te dis on va le voir se faire arracher des ongles et je sais pas, électrocuter pendant 2 heures, et en fait on est tout le temps de son point de vue, on voit très rarement ce que lui voit. Donc en fait à la fois il observe des moments où il y a des sortes de pelotons d'exécution, il est en train d'essayer de regarder par la lucarne de sa cellule, on voit pas ce qu'il voit. Il y a des moments où en fait c'est beaucoup aussi de la torture sur les autres pour le faire réagir lui, on voit jamais les gens se faire torturer, on est toujours sur lui. Alors ça donne, il y a quelques moments qui sont quand même très très durs, je trouve, notamment une scène à la fin avec des chiens qui moi je trouvais quand même assez épouvantable, mais on est toujours sur qui se passe aussi complètement hors champ. Qui est complètement hors champ, c'est toujours sur le son, donc en fait on sent la brutalité quand même psychologique à laquelle il est exposé, mais on n'y est pas nous complètement, c'est-à-dire que c'est jamais pornographique dans la représentation, et ça je trouve ça quand même vraiment très chouette. Et effectivement moi Gilles Lelouch, c'est vrai que honnêtement c'est un très bon acteur, enfin je dis parce que il a eu quelques... Il y a une team là, Valentin et moi, qui sommes convaincus que c'est un excellent acteur. Le train est parti déjà. Mais je trouve que je cours derrière. Il s'est juste arrêté à Marseille et c'était un peu un problème, quoi. Mais sinon, non mais c'est une erreur. Notamment chez Jeanne Herry, dont vous parlerez tout à l'heure, c'est un super acteur, et il est, je trouve, sous-estimé et aussi souvent sous-exploité. Voilà, après, tu l'as dit, mais ça reste quand même dans sa facture, à part effectivement, on va dire, il y a une vraie proposition, mais ça reste dans l'écriture, etc., un biopic assez classique. C'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit un film où tu te dises qu'il va gagner je ne sais quel prix. Si, peut-être. Ben moi, le prix de la mise en scène, je le trouverais pas déconnant, et le prix d'interprétation masculine, je le trouverais pas déconnant.
Eh ben écoute, commençons les pronostics tout de suite. Vous avez vu un autre film, vous, en compétition officielle, qui est Garance, le nouveau film de Jeanne Herry. Garance est une jeune actrice alcoolique, 8 ans d'un parcours fait de déménagement, de travail, de rencontres, de fêtes et d'angoisse, de joie et de coups durs, mais aussi une révolution intime, amicale et sexuelle, un chaos aux allures de grande récré où se mêlent autant d'amour que de destruction. Vraiment, les pitchs canois, ils sont facilement assez compliqués. Alors Laurent, je sais que tu es fatigué, je crois qu'en plus c'est celui qui a le moins aimé le film, donc on va commencer par toi. Ouais, tant qu'à faire. Non, je trouve que c'est un film qui Est-ce que tu peux juste nous rassurer et dire que c'est le premier film de Jeanne Herry que tu vois? Fun fact, c'est le premier film de Jeanne Herry que je vois. Réel. Non. Elle a fait notamment, je n'oublierai, j'ai voilà, je verrai tout le visage. d'autres, mais ouais, puis Les même pupilles, ouais. Pupi qui paraît-il était bien aussi, mais bon voilà, j'ai pas vu. Donc je débarque un peu là-dedans, voir ce film dont je ne savais strictement rien. Et c'est, je trouve, il y a des trucs vraiment intéressants dedans. Franchement, je pense que les autres développeront ça de manière un peu plus claire que moi, mais je trouve que dans le ton, dans le dispositif, dans ce qu'elle essaye de construire, de faire un film qui est quand même assez dramatique, mais de toujours casser un peu le drame, de dédramatiser avec des moments d'humour, de ramener en fait toujours un peu quelque chose de plus léger dans des situations qui sont vraiment dramatiques. Je trouve que c'est intelligemment fait et que c'est bien. Les actrices en particulier, mais globalement tout le casting est super, mais Adèle Exarchopoulos et Sarah Giraudot sont toutes les deux vraiment géniales. Bon voilà, il y a un taf aussi de ce point de vue-là. Moi, j'ai un gros problème, surtout avec la construction. Le film est, à mon avis, pas très clair sur ses intentions et sur ce qu'il a envie de faire pendant une bonne partie. Et ce qui fait que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... ça dure environ 2 heures. Je dirais qu'il y a quasiment 1 heure où, globalement, ça se répète un peu, on a un peu compris, et voilà. D'autant que c'est souvent pas toujours très bien porté par des dialogues qui sont parfois très signifiants et un peu lourds. Donc c'est vrai que dans l'ensemble quand même, et la fin qui est assez abrupte, me donne un peu l'impression que c'était un film qui n'est pas complètement fini. Ce que je trouve un peu dommage, parce que j'aime beaucoup les intentions, je trouve que les personnages sont fins, bien écrits, bien portés, qu'il y a des trucs vraiment intelligents dedans, mais que globalement ça passe pas le test de la construction, quoi. C'est genre, tu sais, c'est une maquette où tu la pousses, elle se casse la gueule un peu, c'est un peu dommage. Parce que franchement ça aurait pu être un super film, et pour moi ça passe un peu à côté. Alors qu'il y a des sujets intéressants et des bonnes personnes pour le porter, mais bon voilà, petite déception quand même pour moi, je pense. Félix, est-ce que tu partages cette réserve-là sur Garance, la construction ? Ouais, complètement, effectivement, c'est un peu le problème principal du film, outre le fait que je trouve la mise en scène quand même très très faible, et ce qui me fait un peu me questionner sur la pertinence de le mettre en compétition officielle à mon sens, mais en dehors de ça, moi je suis très agréablement surpris, parce que vu le pitch, c'est pareil, c'est le premier film de la réalisatrice que je vois. J'avoue que j'avais très très peur, en fait. Je pensais que ça allait être soit un truc archi dans le pathos, machin, elle est alcoolique, bidule, soit au contraire un truc sur le milieu du cinéma, actrice, bidule. Et en fait, pas du tout. Déjà, le métier d'actrice, c'est juste qu'elle essaye de vivre de sa passion et ça marche pas. Et du coup, comme ça marche pas, elle tombe dans une espèce de spirale un peu de fête avec ses potes, et progressivement, elle tombe dans l'alcoolisme de cette manière. Et je trouve que cette manière-là le point d'accroche en fait de l'alcoolisme est hyper fort. Et je trouve que c'est pas complètement le début du film, mais on va dire passer les 10-15 premières minutes, cette manière-là, même par le montage, de montrer que sa vie est un espèce d'éternel recommencement. Et ce truc d'obsession, d'addiction qui se développe, je le trouve vraiment fort et subtil, et justement ça, c'est pas très bavard, c'est vraiment pour le coup par l'image. Donc c'est pas la grande mise en scène de cinéma, mais au moins je trouve qu'elle a l'élégance de montrer des choses, comment elle se blesse aussi, même par le montage sur son corps. Beaucoup. Ouais, grave. Comment elle perd ses affaires. Enfin, je trouve vraiment que cette première partie-là très intéressante. Et puis d'un coup, elle découvre en fait le personnage de Sarah Giraudot. Il y a cette espèce de romance qui se met un peu en place. Et là, je perds complètement ce qui m'intéresse moi vis-à-vis justement de ce personnage, c'est du coup évidemment cette addiction, cet alcoolisme. Et je trouve que le film effectivement commence à être assez répétitif, commence à passer par les dialogues pour justement expliquer des choses, alors qu'on est censé normalement les capter autrement, parce qu'elle s'intéresse beaucoup plus à développer cette histoire d'amour qui est assez jolie, et
est en même temps assez étrange parce que le personnage de Sarah Giraudot est un personnage qui n'ose pas en fait adresser ce souci et clairement un peu un syndrome de l'infirmière, je dirais. Mais c'est pareil, c'est finement écrit, etc. Mais c'est juste que il me manque peut-être quand même 2-3 scènes pour essayer d'un tout petit peu mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là quand elle doit aller acheter 3 cubis pour sa meuf qui les descend en 2 jours. J'ai un peu un petit problème où je me dis là, elle accepte quand même beaucoup de choses. En même temps, j'ai un peu du mal à saisir pourquoi. En tout cas, montre-moi peut-être qu'elle n'ose pas voilà, lui parler avec ça. Et en fait, toutes ces scènes-là vont arriver un petit peu plus tard et par des dialogues. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. Néanmoins, une fois qu'on passe justement ces 30 minutes-là de flottement où je trouve que voilà, le film se perd un peu. C'est pareil, on revient sur quelque chose d'assez intéressant puisque l'idée, ça va être d'explorer les conséquences physiques justement de l'alcoolisme parce que évidemment, le foie ne va pas très très bien. Et là, c'est pareil, je trouve que Pardon, tu l'as dit. je trouve que c'est assez finement fait. Il y a un personnage de médecin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne boit que des bières sans alcool autour de cette table. Ouais, exactement. Il y a un personnage de médecin qui, pareil, est extrêmement bien écrit, je trouve. Enfin, il y a des qualités quand même dans ce film-là. C'est juste qu'il y a aussi une histoire de cancer au milieu parce qu'elle a une sœur qui a le cancer qui sert à rien, je trouve, dans le projet. Donc, c'est un film qui est un peu trop long, qui est un peu fourre-tout. Ouais, qui est un peu fourre-tout. Je trouve qu'il manque un peu d'un angle par moment. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le film disparaît un peu par moment. Mais je peux pas dire que j'ai détesté. Et je pense que c'est effectivement, comme l'a dit Laurent, dû à la performance d'Adèle Exarchopoulos qui ferait quand même passer n'importe quoi pour du génie. Et Sarah Giraudot, alors est-ce qu'elle t'a convaincu? Étonnamment oui, ouais, alors c'est pour ça que je te pose j'ai la question. vraiment du mal avec elle et là je trouve qu'elle est assez touchante parce que je trouve que le personnage justement est très ambigu et que la relation de manière générale est assez ambiguë. Donc voilà, sur un film, enfin, je trouve que effectivement la tonalité est vraiment cool par rapport au sujet qui peut être assez plombant. Donc je vous encourage quand même à aller le voir et visiblement le film n'est pas complètement fini. Je crois que le montage vient à peine d'être terminé, donc ça m'étonnerait pas qu'il retouche un petit peu 2-3 trucs en espérant qu'il réduise un peu. Et je pense qu'il y a un vrai bon film à faire quand même avec toute cette matière. Valentin? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais être assez bref parce qu'effectivement j'ai l'impression que le film pêche par 2 choses un, il n'est pas fini. En tout cas, il y a des éléments de montage qui sont quand même très étranges. C'est-à-dire qu'il y a des fondus en noir sur certaines séquences. On a vraiment l'impression que ça n'a pas été raccordé correctement, enfin que le montage va être repris. Et par la structure du film, où, comme tu l'as dit, je pense que le film... Je dirais pas que c'est un fourre-tout. Je dirais qu'elle avait l'ambition. Le film porte le nom, c'est le nom du personnage, c'est un prénom. Elle avait l'ambition de brosser une tranche de vie en fait. Et ça, c'est pas tout à fait bien réussi parce qu'en fait, mine de rien, c'est sur 8 ans. Donc ça justifie un petit peu que le fait qu'on aborde beaucoup de thématiques différentes. Mais c'est vrai que le film démarre sur la question d'une actrice qui galère. Puis après, en fait, on aborde la question de comment est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est homosexuelle et comment elle vient au fait d'avoir des relations avec des femmes. Et puis il y a la question de l'alcoolisme qui prend de l'ampleur. Et puis au milieu, on nous colle un cancer. Et puis cette histoire d'amour qui arrive, il y a énormément de choses et je trouve que le film tient à peu près quand même son truc si tu pars du principe qu'il essaie de brasser tout ça. Est-ce qu'il aurait dû être plus long et du coup prendre plus son temps? Peut-être. Est-ce qu'il aurait dû être plus court et retirer des choses? Peut-être. Peut-être le cancer. Il est un peu entre les deux. Ouais, le cancer c'est beaucoup. Enfin ouais, la séquence du cancer on de la garde sœur. le Ça foie fait malade, on enlève le cancer. En fait le truc c'est que c'est vrai que le fait est que le cocktail de j'ai une sœur qui a une leucémie et moi j'ai un foie qui fonctionne à 30%, ça fait beaucoup dans le film. Je trouve. On dirait un tu préfères un peu glauque. Ouais. Vraiment. Tu préfères avoir le cancer ou une cirrhose du foie? Ouais, et par ailleurs, elle a une leucémie notamment parce qu'elle est, en fait, elle y a des cancers qui ont été provoqués par ses grossesses, voilà. Donc tout est génial là-dedans. Donc il y a un bébé là-dedans et tout. Bref, bon, c'est un peu le bordel. Et je trouve que le film du coup pâtit de ça. Après, moi je trouve qu'il y a quand même des qualités très fortes. Si tu analyses le film, pas à l'aune de ce que moi je pensais voir, c'est-à-dire un film social à la française, c'est-à-dire voilà le truc où on a un personnage de femme battante qui va se... J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup. En fait, c'est pas vraiment ça. Moi, je trouve que le film, il est plus sur la catégorie du film grand public, un peu à la Toledano Nakash, à moitié feel good, sur des ruptures de ton. Parfois, au sein même d'une séquence, il va changer de ton très rapidement. Enfin, la volonté vraiment de faire rire, d'émouvoir, etc., et d'être très grand public aussi dans sa manière de raconter et d'être passé beaucoup par le dialogue, du coup. En fait, avec ses qualités et avec ses défauts, parce que je pense qu'effectivement, il y a très peu de mise en scène, je trouve que si tu analyses le film sous cet angle-là, c'est quand même assez réussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des choses qui seront reprises, mais je suis assez curieux de voir quelle version sera en salle et de voir à quel point les défauts qu'on pointe là pourront peut-être être gommés au moment où le film sortira. Parce que moi, pour l'instant, en sortant, j'ai été ému en fait. J'ai l'impression que le film est bien interprété, qu'il est bien servi par les dialogues la plupart du temps, et du coup, ses erreurs, je lui pardonne en fait. Donc, en fait, moi je trouve que je pense qu'on est d'accord, mais mon impression est plus positive que la vôtre. Enfin, toi, Félix, peut-être que tu es plus d'accord avec moi, mais je trouve que Laurent en fait pointe les mêmes défauts que moi et avec une impression négative.
Et Florian, t'es là et tu l'as vu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou t'es raccord avec Ouais, je suis raccord. Moi, c'est juste sur le propos. Au final, je trouve que c'est quand même un film sur l'addiction. Et je trouve qu'on n'est pas du tout dans les poncifs de ce genre-là de film. En fait, on n'est pas dans un truc qui est misérabiliste, qui est pas culpabilisant non plus pour la personne. C'est pas quelque chose qui est très lourd. Et j'aime bien le discours, surtout qu'incarne en fait le personnage de Sarah Giraudot dedans, où elle est, à la fois elle est encourageante, mais elle laisse aussi une liberté. J'ai l'impression au personnage pour dire en fait c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Ça Et doit je trouve te prendre en main c'est si un tu le discours veux, qu'on ouais. entend très peu Ouais. dans la fiction en fait par rapport à cette thématique-là de l'addiction. Et je trouve que ça a fait vraiment du bien en fait d'entendre ça et d'aller un peu à contre-courant des stéréotypes de ce genre de film-là, quoi. Eh ben écoutez, on espère peut-être du coup un peu de remontage d'ici la sortie en salle. Peut-être que ça ne saura pas aux yeux de Laurent, mais peut-être ceux de Félix et de Valentin. Donc on vous l'avait annoncé en début d'émission, on a coupé un petit peu. Donc ceux qui nous voient sur YouTube, vous voyez qu'on a complètement changé d'outfit. Il fait maintenant nuit, j'ai les cheveux secs et Rita est de nouveau en pyjama. On repart du coup sur la sélection, la compétition officielle en rajoutant 2 films qu'on a eu le temps de voir. Le premier c'est Paper Tiger de James Gray. L'histoire de 2 frères que tout oppose, qui s'unissent pour une affaire douteuse liée à la mafia russe. Mais ce qui devait être une opportunité devient un cauchemar, mettant en péril leur famille, leur intégrité et leurs liens fraternels. Rita, tu as apprécié ce Paper Tiger, ce nouveau James Gray? Alors, oui, James Gray, c'est quelqu'un dont je n'apprécie pas du tout le cinéma, alors que j'aimerais beaucoup. Sauf Armageddon Time, le dernier, qui, il me semble, est le film que les gens ont le moins aimé. Tu n'as pas aimé La Nuit nous appartient et Two Lovers, qui sont un peu ces deux. Et encore moins Ad Astra. Mais typiquement, là, le pitch que tu viens de donner, c'est aussi le pitch de Two Lovers et de We Own the Night, un peu. C'est toujours des relations entre 2 frères dans New York qui ont des problèmes de deep horizontale et de mafia et souvent de russe. D'ailleurs, je me suis demandé, Yuri, comment t'avais vécu ça? Russe juif, souvent, c'est un peu toujours un espèce de mix entre les deux chez James Gray. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais je sais pas quoi répondre. Ok. Précision On t'a demandé horaire. comment tu l'avais vécu, Yuri. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que les Russes sont crédibles? Oui, c'est des Russes. Rita. Donc effectivement, c'est un pitch assez classique pour un James Gray. Bon, les gens ils vont penser qu'on a juste bu 6 bouteilles entre les deux. C'est Mais pas ce pas qui du s'est passé, tout, on il est était au vraiment cinéma. juste très tard et on a vu des films compliqués parfois. En vérité, là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et c'est ce que je trouve intéressant dans ces films, c'est quand ils décident de complètement se concentrer sur les 2 frères en question et que le reste devient accessoire, notamment les personnages féminins. Ici, on a une Scarlett Johansson qui ne sert à rien et on lui a donné vraiment un rôle terrible à jouer et la pauvre, elle est dans un surjeu. Mais je pense vraiment que c'est pas sa faute. Moi, j'adore cette actrice et je trouve que là, elle fait avec ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne. Je suis pas totalement convaincu. Moi, je pense qu'elle a plus Elle ou moins cabotine un peu. demandé à avoir cet arc-là. Enfin, je sens je sens un peu la meuf, je sens un peu l'actrice qui a dit en vrai mon personnage il a rien à jouer, rajoute-moi un truc. Non mais Et on lui rajoute on dit ouais. maintenant on n'a pas de micro et heureusement comme ça vous faites pas spoiler. mais même au-delà de ça en fait moi j'ai beaucoup de mal avec James Gray aussi parce que c'est quelqu'un qui rajoute des personnages féminins qui sont des décors et qui sont et parfois c'est même traité avec misogynie et moi ça m'énerve. Mais là je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi ce film m'a moins agacé alors que Dieu sait que le voir à 8h du matin avec peu de sommeil dans le sang, c'était pas les meilleures conditions. Mais je trouve que le film se porte très bien sur son premier tiers où en fait la mise en place je la trouve vachement efficace. J'aime beaucoup ce New York un peu cracra qui est entre une partie du Queens et une partie des quais de Brooklyn mais super chelou. On sent que c'est pas le New York Manhattan, on n'est pas dans le truc un peu rêvé ou même imaginé à la Scorsese quoi. Et il y a quelque chose de profondément dégueulasse qui en découle et moi qui en dégouline même et j'aime bien ça, j'aime bien comment c'est filmé et j'aime beaucoup les propositions de mise en scène parce que du coup après ce premier super tiers il y a un tiers où j'ai un peu dormi où vraiment métaphoriquement et littéralement je trouve qu'on se perd et ensuite je trouve que le film reprend du jus sur ces 15-20 dernières minutes, il est pas très long, hein, c'est 1h50, un truc comme ça. Et sur ces 15-20 dernières minutes, il y a notamment une scène que je trouve à la mise en scène exemplaire, qui n'est pas une scène de course-poursuite qui m'a beaucoup rappelé Heat, en fait, où on ne voit pas vraiment le Heat de Michael Mann, on voit pas vraiment l'obstacle et ce qui est en train de nous poursuivre. J'essaie de faire dans la métaphore pour ne pas vous divulgacher, mais j'ai vraiment apprécié ces moments-là et je défends beaucoup parce que je sais que mes collègues n'ont pas du tout aimé, mais en tout cas, je pense que c'est le genre de film où, quand il sortira en France et qu'on en reparlera à l'antenne, je vous dirai ce qu'il m'en restera, parce que je pense que c'est ça qui va me faire me dire est-ce que j'ai apprécié ou pas.
Il faut encore que tu le digères. Exactement. Dernier point, on en a beaucoup parlé avec Valentin après le film, c'est que le film se passe en 86, sans grande raison, si ce n'est que je pense que c'est le moment de la jeunesse de James Gray, parce que sinon, effectivement, il y a un peu ce tropisme, vouloir filmer New York avant les téléphones, en fait, et je comprends ce fantasme-là, mais après, il l'a déjà fait plein de fois, et je pense qu'encore une fois, tous les cinéastes qui sont nés entre les années 50 et les années 80 sont dans un problème aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à filmer après 2007, parce qu'ils savent pas quoi faire des iPhones. Et je trouve que c'est une question très intéressante pour plus tard, mais voilà, là je trouve que c'est un film qui pêche beaucoup, mais moi, vu que j'ai pas beaucoup d'attentes sur James Gray de manière générale, j'ai quand même passé un moment assez pas agréable, parce que voilà, mais assez t'es venu aussi pour le casting, pour Adam Driver et pour Scarlett Pardon, Johansson. j'ai oublié de dire Adam Driver, un de ses meilleurs rôles pour le coup, Et Miles ever. Teller aussi qui est super. Miles Teller est génial, ils ont je crois en leur fratrie, et deux très grands hommes, bravo. Yuri, un avis sur le film au-delà de la crédibilité des Russes? En fait, c'était quand même fait pour moi sur le papier, parce que tu me dis mafia russe, New York, Adam Driver, Miles Teller. Moi, a priori, je signe quand tu veux. Non, moi, je suis un peu déçu par le film. Pas que j'en attendais beaucoup, moi j'en attendais quand même quasi rien. Mais le fait est que j'ai été plutôt embarqué en effet par cette première partie où en effet la mise en place est hyper efficace et où on va dire le pacte avec le diable que scelle le personnage de Miles Teller, il est assez clair et en fait il promet un film vraiment d'un thriller mafieux où globalement l'octopus mafieux va se resserrer autour de cette famille jusqu'à avoir des conséquences inextricables. Et malheureusement, je trouve que le film n'en fait pas grand-chose et qu'il bifurque à un moment vers un drame familial un peu basique en fait, parce qu'il l'a déjà fait et mieux, et du coup on a quoi ? On a juste deux frères qui ont des problèmes de fratrie. Il y en a un qui idolâtre son grand frère qui est celui qui a réussi, l'autre qui utilise la naïveté du petit pour arriver à ses fins. Bon, ok, mais finalement le contrat, moi, que le film fait avec moi au début du film, du coup il est pas rempli, parce que voir des mecs qui s'engueulent dans une allée de poubelle en se disant mais t'es mon frère, c'est vraiment ses deux premiers films, tu m'as trahi, je suis genre ouais ok cool, mais montre-moi des Russes qui se tapent dessus en fait. Enfin, c'est ça que je voulais voir, et en tout cas je voulais voir comment le personnage de Miles Teller allait de fait devoir se démerder avec ses propres conneries, parce que non seulement il démarre en faisant un pacte avec le diable via son frère, mais en plus il fait une connerie, il voit un truc qu'il aurait pas dû voir, et ça c'est quand même un truc très Hitchcockien dans la mise en place, qui est que tu as un innocent pris dans un engrenage, et en fait cet engrenage là, si ce n'est quelques moments, et vraiment il y a une scène très très forte de mecs qui envahissent la maison du personnage principal sans en dire trop, qui en fait aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus signifiantes, à la fois en termes de dramaturgie et en termes de construction de personnages et en termes de simplement de ce que veut raconter le film, que en fait les espèces d'élucubrations assez basiques sur finalement tout ça est inéluctable car la fratrie c'est difficile. Bon. Et ça, c'est quand même un peu dommage, parce que j'en sortais, moi, en tout cas, avec un sentiment de ah ouais, ok, bon, bah voilà. Et en plus, le mec met en exergue une citation d'Eschyle qui te dit globalement comment ça va se terminer. Et t'es là, genre, bon, certes. Je suis hyper d'accord avec tout ce que je viens de dire, Yuri. Voilà, comme quoi. C'est Comme bien, quoi, ouais. C'est bien de faire les émissions à 1h du matin. Non, mais pour de vrai, je suis hyper d'accord, mais pour moi, tout ça, c'est la moitié du film. Ce qui est un problème. Mais l'autre moitié a des trucs intéressants. Mais je suis totalement d'accord. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas. Il n'y a pas de conséquences à aucune des choses mises en place. Après, moi, je suis pas non plus genre outré par le film. Je suis juste en mode genre. De base, t'aimes plutôt James Gray ou pas ? Franchement, ça dépend. Je suis toujours assez ambivalent. J'aime beaucoup Two Lovers. J'aime bien La Nuit nous appartient jusqu'à son dernier tiers. Ouais. Que là aussi, je trouve qu'il retombe un peu dans ses travers en fait, je pense que James Gray, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humour, mais vraiment. C'est hyper vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui, si tu lui racontes une blague, il te regarde dans les yeux comme ça, il fait. Mais as-tu entendu parler de la tragédie de machin ? Et t'es genre ouais, bah en fait. Et du coup, il faut qu'il fasse des tragédies. et Regarde, du la City coup- of Z, c'est bien pour ça. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, alors pardon, je monologue de ouf et je vous passe la parole après, mais qui stylistiquement s'obstine dans un truc
qui était du classicisme Ouais. et ce que j'appréciais chez lui et qui devient avec ce film là du passéisme, ce qui est quand même un peu problématique au sens où c'est pas qu'il moi j'ai rien contre les films classiques, les films qui épousent une forme de, on va dire, d'artisanat hollywoodien un peu moi j'adore ça, enfin c'est vraiment je suis 100% client de ça. Là en fait tu sens qu'il commence à le revendiquer comme une espèce de manifeste de ouais mais non mais en fait vraiment avant quand on tournait en pellicule comme dans les années 50 c'était mieux. Ouais, mais c'est en fait le Parrain a été tourné à l'époque pour avoir une gueule de film des années 50 et or James Gray repompe quasiment la même esthétique aujourd'hui. Donc t'es dans un truc de Et les mêmes scènes. et que moi je trouve vraiment qui commence à me gêner même sur le dispositif de sa mise en scène qui était comment dire une espèce de marque de fabrique très élégante et que là j'ai pris plus comme en effet une sorte de prise de position un peu réactionnaire sur la forme et de fait sur le fond. Et j'ai une question, est-ce que quelqu'un connaît le frère de James Gray? Je suis hyper sérieuse. Non. Mais on va clairement Il faut investiguer. qu'on cherche. Jacques Gray, oui, Earl Grey c'est pas mal. Earl Grey c'est pas mal. Cette blague est de Valentin, mais il n'avait pas de micro, on te nomme. Félix, alors toi, James Gray, sur le papier, Comment passer après ça? sur le papier, c'est déjà un réalisateur avec lequel t'as pas beaucoup d'accroche. Bah oui, pas du tout. J'aime pas du tout James Gray. Après, j'ai pas vu les. Ouais, c'est vrai. J'ai pas vu les deux films, Two Lovers et La Nuit nous appartient, qui sont un peu visiblement ces deux chefs-d'œuvre. Mais ouais, Little Odessa et tout, moi je suis pas fan. Limite, le film que je sauve le plus, c'est Ad Astra. de lui, Ce qui en dit long sur. Ouais. Et Ad Astra qui n'est pas vraiment son film en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait complètement charcuter, remonté. Ouais. Mais c'est il y a des dur. passages que je Il y trouve a- vraiment ouais, super oui. cool. Espèce de voilà. La scène d'ouverture est folle. Hein. Ouais, et puis même la course-poursuite sur la lune dépressive, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs qui sont chouettes chez lui. Et justement, là, je trouve qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est l'action. C'est le film de mafia, en fait, mais comme tu l'as dit, en vrai, je vais un peu paraphraser, mais qui est pas assez là, assez présent. Mais je trouve que dès qu'il est là, c'est assez chouette. Il y a une espèce d'ambiance assez crépusculaire, assez vénéneuse, en fait, qui se dégage et qui est cool. Il y a une scène dans une voiture avec des Russes qui terrorisent des gamins qui est vraiment forte, je trouve, et qui fait un peu même presque Zodiac de Fincher par moment. Mais tout ce qui a trait aux mafias russes est super bien. Ouais, En fait, tout complètement. jusqu'au moment de la première tatane est génial. Après la première tatane, Moi, je me fais. Boring. En fait, je m'ennuie un peu dans la mise en place du film. Je trouve que par moment, je me réveille parce que justement, il y a ce fameux moment Hitchcockien et après le Home Invasion. Mais ensuite, voilà, grosso modo, tout ce qui est entre les deux frères, je trouve que c'est très verbeux pour pas grand chose. Je trouve que justement, en fait, c'est pas un suffisamment bon scénariste pour pouvoir se permettre par moment d'avoir des personnages qui sont que dans de la performance d'acteurs et qui se racontent des trucs durs sur leur vie. Je trouve ça très banal. J'ai effectivement l'impression d'avoir déjà vu toutes ces scènes-là. Donc, ouais, reste une sensation d'atmosphère peut-être qui m'a un peu plus marqué que son dernier film précédent, Armageddon Time, voilà, qui m'avait vraiment ennuyé. Mais ouais, grosso modo, je trouve que c'est du James Gray tout craché, donc du coup, forcément, je n'adhère pas. Et toi, Valentin? Bah non, mais je pense que Yuri a beaucoup parlé, mais bien parlé. Effectivement, ça a nourri des. Pour une fois. Non, mais en fait, de toute façon, on en a parlé, donc je pense que nos avis sont aussi construits dans les discussions qu'on a eues depuis hier soir, parce qu'on l'a vu du coup depuis 24 heures maintenant. donc Yuri a beaucoup parlé. En plus, il a répété ce que toi t'avais dit. Non, mais je pense qu'en fait, on est d'accord. Il y a des choses que je trouve, Voleur. il y a des choses que je lui ai pris volontiers et inversement, je crois. Et je pense qu'il y a un truc qu'on est tombé d'accord, en vrai, assez spontanément, par contre, sur un terme en sortant du film, qui était le terme ringard. Oui, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dit c'est ringard. C'est ringard, au même moment. Donc il y a un truc de. Je pense que c'est assez vrai. Et ce que tu dis sur le côté académique qui serait devenu quelque chose de plus Passéiste, tendancieux, ouais. passéiste, je pense que le terme est approprié. Ça, c'est un vrai problème que j'ai avec le film dès le départ, c'est que je comprends pas sa facture. Je comprends pas pourquoi il le place à cet endroit-là dans le temps, si ce n'est effectivement une forme de nostalgie personnelle. Et puis après, effectivement, vous l'avez dit, reste le côté très pénible de James Gray. J'ai l'impression qu'il s'enferme là-dedans. Il met Eschyle en entrée, donc tu sais que ça va être une tragédie, donc nécessairement ça va se finir comme une tragédie, il n'y aura pas d'autre option possible pour les personnages. Et puis en fait depuis qu'on sait qu'à partir du moment même quand il fait un film sur un mec qui va dans l'espace et à la fin il lui fait rencontrer quoi au bout de la galaxie, il va trouver quoi, son daron. En fait on a compris qu'il allait être ça dans chaque film, et de fait c'est là encore ce qui l'intéresse le plus, alors qu'il a un matériau de base et je suis d'accord avec Rita, qui moi m'intéresse vraiment beaucoup, cette espèce de dégoût, de caniveau qui va s'anoblir. J'ai beaucoup pensé au début du film à Most Violent Year de Jesse Chandor, sur cette espèce de fable de capitalisme tardif là, qui se met en place dans les faubourgs. Je pense qu'il y avait un vrai film noir à faire là-dessus, et il le tient pas en fait, parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Je vois Félix qui rage, mais Most Violent Year, c'est un bête de C'est un film. chef-d'œuvre, voilà. Après, en tout cas, je trouve que économiquement, ça raconte des trucs super. Mais après, cinématographiquement, chacun se fait son avis. Mais du coup, voilà, le film n'est pas ça, et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est les deux gosses, c'est l'impact des déchirures entre les deux frères. Et je trouve que même là-dedans, en fait, il en tire pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il pourrait aller chercher mieux que ça. Vous avez parlé de la scène de Home.
Juste, J'ai passé- le- Au bout d'un moment, je peux plus me. le podcast est filmé et il y a Laurent qui vient de passer. en slip. Ok. Regardez Bon. l'émission sur YouTube. Bon, bah voilà. En plus, Bon, quand bref. t'as- en plus, Je sais pas quand pourquoi t'as on dit s'emmerde. en plus, quand t'as dit Home Invasion, t'as genre Laurent qui passe en slibard derrière. Je pense que t'as le droit de repasser. Bon, bref. T'étais dans la comparaison avec Most Volunteer. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, il a toutes les occasions possibles en fait de déjouer ça et il est prisonnier de son propre piège. Typiquement, la scène de Home Invasion, je pense qu'en fait, elle aurait dû se traduire par quelque chose. Il cite explicitement les chiens de paille, par exemple, de Peckinpah. Je pense qu'il aurait dû faire quelque chose de beaucoup plus violent de cette scène. En tout cas, un moment de bascule pour son personnage, pour Miles Teller, qui aurait pu devenir être l'agneau qui devient quelque chose de différent. Et du coup, mettre en tension son personnage. Sauf qu'il les imbrique tellement dans des lignes de trajectoire, de fuite qui sont très serrées, parce qu'il veut tenir son histoire de tragédie. Et il veut avoir Adam Driver qui se prend la tête dans les mains et qui hurle en disant que c'est quand même pas juste ce qui lui arrive. Bah, il veut avoir ça, et donc du coup il a aucune souplesse par rapport à ce qu'il construit ses personnages. Donc en fait, du coup, à la fin, c'est très rigide. C'est un film qui est très placide, quoi, dont moi je retire rien émotionnellement, quoi, ou pas grand chose. Et on ne coupe pas la parole à Manon, hein, c'est juste que le film, globalement, tu n'as. C'est juste que j'ai pas grand chose à en dire. Et Je tu me n'as suis pas profondément grand-chose à ennuyée. en dire. Écoute, voilà, bon bah écoute, Rita, tu es la seule qui a été partiellement convaincue. Et Émile par a ce- adoré. Oui, Émile a adoré, mais il est pas là pour défendre le film. Mais par contre, ce serait génial de. Peut-être que demain, s'il est là, il peut nous dire pourquoi il a aimé. Ce serait intéressant de nourrir le débat parce Et que. puis je pense que le film sortira en. Oui, on aura l'occasion d'en reparler au moment où il sortira en salle. Effectivement, on va maintenant alors enchaîner par l'hallucination collective de cette édition canoise. C'est donc Hope de Na Hong-jin. Alors là, le pitch. Le pitch canois est un niveau de scandale, je sais pas quoi vous dire, parce que le pitch, c'est juste une mystérieuse découverte est faite aux abords de la ville portuaire du port Hope. Les habitants luttent pour leur survie, et j'ai corrigé parce que habitant, il y a une faute d'orthographe. C'était habitant avec un E et pas un A, donc bon, enfin, voilà, on en a vraiment rien à foutre. C'est peut-être la clé de lecture du film. Hein. Ouais, je vais peut-être commencer par toi, Félix, parce que déjà, tu as vu tout le cinéma de Na Hong-jin, et c'était peut-être le film que tu attendais de cette sélection. Ouais, je l'attendais beaucoup. Ça fait. Je pense que tout le monde attendait ce film. Oui, c'est clair. Ah, mais alors, moi, à fond, en plus, l'affiche et tout me donnait Ça très fait envie. très longtemps qu'on attend ce film, dont on entend parler. Je crois qu'il a tourné en 2022. Ça fait 5 ans qu'il est en montage. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Enfin, bon, parce que donc, du coup, son dernier film, The Strangers, était sorti en 2016, étant hors compète à Cannes. Donc là, il se retrouve en compétition. Donc voilà, vraie attente autour de ce film-là. Je reste assez persuadé qu'on a probablement vu la version mockbuster de Hope. en fait. Mockbuster. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'en parler de ce film-là, parce qu'à la fois c'est un chef-d'œuvre absolu d'action, je trouve, parce que c'est vraiment un actionneur comme on en fait plus beaucoup en fait en vrai, et presque une comédie d'action aussi, parce que Ouais. bah voilà, mais ça dans tous ces films il y a toujours de la comédie, de quelque chose d'assez burlesque, presque pathétique ou grotesque, Grotesque, et quoi, là ouais. il le pousse vraiment à fond. Et en même temps, il essaye de faire peur avec justement son film de créatures, parce qu'il s'agit quand même de créatures, et je pense que on peut aller Oui, voilà, franchement, on peut jusque-là, le dire parce que sinon on on va pas sait, pouvoir on sait très vraiment rapidement en qu'il y a une discuter. créature, et effectivement, on va dire le visuel, le design de la créature est dévoilé à peu près au bout d'une heure de film sur les 2h40. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça, à mon sens, un des gros problèmes du film, c'est-à-dire que sa première heure est assez magistrale et repose exclusivement sur de la suggestion. Il fait la stratégie d'élastique, c'est-à-dire qu'il étend le dévoilement du coup du monstre, et ce qui fait que du coup, toi, en tant que spectateur, tu as une attente qui monte parce que c'est vraiment brillant en termes de suggestion et de mise en scène. Et la patatras. Et au moment où on dévoile la créature, tu te décomposes parce que les CGI sont terribles. C'est-à-dire vraiment, je comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, Même la D1. en fait, The Host, qui est sorti en 2008-2009, De et Bong avec lequel Joon-ho. d'ailleurs il y a énormément de Oui. parallèles, je trouve, à une créature qui est quand même assez extraordinaire de réalisme, alors que c'est les mêmes parties prises, c'est-à-dire que c'est de la course focale, on est en pleine lumière, donc c'est très compliqué en termes de VFX. Donc c'est un peu bizarre qu'il soit parti là-dessus, si voilà, en termes de technique. Il faut dire que c'est très compliqué en termes. Juste pour expliquer pourquoi c'est compliqué, parce qu'il faut quand tu crées quel que soit l'objet que tu crées en 3D, plus tu as de sources lumineuses, plus en fait il faut calculer les reflets de cette source lumineuse sur les textures que tu mets sur cet objet. Donc en plus, quand tu crées un objet vivant, a fortiori une créature avec de la peau, etc., donc hyper texturée, c'est très difficile de la montrer de jour. Enfin, ça demande une maîtrise technique, en tout cas un budget technique très élevé.
parce que la lumière doit se réfléchir sur tous les aspects de cet objet en 3D, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart du temps, les scènes comme ça ont lieu de nuit et pas de jour. Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, effectivement, il y a un problème d'effets spéciaux, mais honnêtement, il y a un problème aussi de parti pris sur le design de cette créature. J'allais y venir, c'est-à-dire qu'en fait, les créatures, parce que voilà, il y en a plusieurs, elles sont pas très inspirées effectivement en termes de design. C'est un espèce de fourre-tout gloubi-boulga de ce qu'on voit dans le cinéma américain depuis 20 ans. Il y a une espèce d'endroit, voilà, un peu qui n'est pas quelque chose qui est, je sais pas comment dire, on va spoiler, on s'en fout, c'est un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial est clairement tiré de Alien, il y a même pas de débat dans la DA, enfin genre vraiment. Et les créatures sont tirées d'Avatar, enfin c'est. Ouais, ou d'une cinématique de Starcraft 2, je sais pas. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que à côté de ça, il y a un travail de décoration qui est absolument extraordinaire. C'est que ce qui est rigolo, c'est que sur ces 2 premiers films, il avait un style extrêmement nerveux de montage très cut avec des gros plans, caméra à épaule embarquée, etc. Et depuis The Stranger, il adopte une mise en scène qui est radicalement différente, avec des cadres beaucoup plus posés et justement une volonté vraiment de filmer l'action comme ça de manière très immersive. Et donc du coup, je trouve que cette espèce de frénésie, on la retrouve plus dans le montage, mais on la retrouve justement dans tout son environnement et les situations qu'il va venir filmer. C'est-à-dire que quand il filme un hôpital rempli de gens, il y a du sang partout, il y a des espèces de c'est impressionnant. Enfin moi, je regardais, enfin, vraiment ça passais le film à regarder ça, ouais. Et je trouve que d'un point de vue juste de technique artistique là-dessus, c'est juste en vrai du jamais vu et c'est absolument extraordinaire. Un niveau de composition vraiment. Et il y a des séquences d'action dans ce film qui sont complètement dingues en termes de enfin c'est très graphique, mais en même temps je trouve extrêmement maîtrisé, c'est hyper nerveux, enfin et c'est ça qui est super bizarre, c'est que c'est à la fois vraiment un chef-d'œuvre et un nanar. Et à la fin, il essaie de te raconter une espèce d'histoire sur ces créatures dont tu te fous royalement. Dans les 5 dernières minutes. Il faut surtout dire que c'est la première partie, visiblement, d'un diptyque. Et que donc, il y a un peu cette tromperie sur la marchandise qui, moi, m'a mis très en colère, qui qu'à la fin, je dis, mais en fait, mec, t'as pas fini ton film. Syndrome d'une première partie. C'est la deuxième partie. Alors, c'est la première partie. C'est même, si on est honnête, la première heure, c'est le prologue du film sur 1 heure, et ensuite, on a 1h40 de, globalement, ce qui devrait être une sorte de deuxième acte de film, et puis d'un coup, à la fin, c'est la bande-annonce de ce qui va se passer dans le deuxième, parce que moi, j'ai eu quand même, au moment où ils ont commencé à annoncer, on va dire, dans les 5 dernières minutes, des nouveaux enjeux, je me suis dit, mais là, il reste 40 minutes de film, ou qu'est-ce qui se passe? Et puis là, générique. On attend. Oui, Rita. Est-ce qu'il y a déjà eu des suites à Cannes, genre alors, en compétition officielle, je suis. C'est une bonne question. Pas sûre. Répondez-nous. En compétition officielle, je suis pas sûre, mais par contre, dans des projets extérieurs, il y en a eu, parce qu'il y a même, enfin, tu vois, il y a eu la diffusion de Star Wars 3, donc. Oui, il y a eu Shrek 2, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu les deux ensemble. Genre, il n'y avait pas Shrek et Shrek 2. Ah, donc, est-ce que tu vois, non, s'il y a Hope et Hope 2? Est-ce qu'il sera en sélection officielle? J'en doute, étant donné de ce qui s'est passé. Manon, est-ce que toi aussi, tu as vécu une hallucination collective dans cette salle? Oui, un peu. Moi, je connais pas trop le cinéma de ce monsieur, donc j'y allais. J'y allais avec franchement pas mal d'enthousiasme quand même et d'entrain. Et parce que tout le monde était chaud quand même. Ouais, mais peut-être vous m'aviez un peu trop chauffé, je sais pas. En tout cas, effectivement, début du film. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à voir un espèce de The Host un peu dans le genre, parce que ce dont vous parliez notamment de ce film de monstre genre en plein jour tout le temps, puis vraiment genre un film de monstre hyper lumineux. Le début, toute cette course-poursuite où on le voit pas effectivement, mais enfin je vais tout paraphraser, mais les décors, enfin moi comme toi j'ai passé mon temps à essayer d'aller regarder les petits détails de cette ville, puis tu vois ça pendant une demi-heure et tout, c'est vraiment enfin ça promet vraiment des grandes choses. Et puis après, on revoit les mêmes séquences d'action en boucle. On est bloqué dans une forêt pendant 2 heures de film. Et c'est super long. Et puis, en fait, je pense que le film, il bascule quand il y a toute une scène sur une histoire de diarrhée. Qui est quand même moi, je valide cette scène. Moi, j'ai 20 minutes de récit autour d'une diarrhée. J'ai beaucoup ri, mais à partir de là, vraiment, ça bascule. Pardon. Et puis on s'embête beaucoup. Et puis les designs sont moches. Vraiment, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce film. Je suis un peu. Sur le James Gray, sur celui-là non plus. Là, vraiment, tu t'as passé une journée assez. J'ai même pas envie de hater, mais juste. Assez moyenne. Je suis très, très mid. Valentin, est-ce que tu veux rajouter la pierre à l'édifice sur Moi, je veux des explications surtout parce que
Non, mais parce qu'en fait, il y a quand même un truc où on a Hong Jing, effectivement, on est tous partis un peu en se chauffant mutuellement parce que voilà, mais en vrai, je regarde sa filmo, il y a 4 films, dont celui-là, et les 3 premiers, c'est The Chaser, The Murderer et The Strangers. Donc dans les 3 cas, c'est des films qui peuvent être globalement qualifiés de chef-d'œuvre par différentes personnes, voilà. Et ça démarre de manière extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive, on a La première heure est un chef-d'œuvre. Mais dès les premières secondes, c'est-à-dire qu'on est avec un flic, donc c'est une espèce de truc hyper classique. On découvre le cadavre d'une vache, donc voilà, le truc vraiment, mais le trope le plus classique de ce genre de film. Tu démarres sur un scope qui est hyper impressionnant, t'es sur une focale hyper courte, donc t'as l'impression d'être dans un bocal tout de suite, t'es à l'arrière de la bagnole des flics. Enfin, tout de suite, t'es dans une ambiance où la photo est déjà hyper clean. Enfin, il y a un truc où tout de suite, je me dis, ok, là en fait, on est quand même sur un produit qui est quand même premium, quoi. Et en fait, il y a un moment où, après avoir posé effectivement tout ce que vous avez dit sur le côté, les décors un peu à la Jérôme Bosch, il y a des trucs partout, tout est loufoque, tout est absurde, et puis les scènes d'action sont c'est probablement un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment assez fou, quoi. Cette espèce de course-poursuite d'une bestiole, au début il croit que c'est un tigre pendant un moment, bon, puis au bout d'un moment on se rend compte que c'est quand même pas un tigre. Donc cette espèce de chasse au tigre dans la ville, je trouve ça trop bien. Et à un moment, je sais pas pourquoi, le film devient totalement autre chose. Et je vois pas l'intérêt. Et c'est là où je dis, je demande des explications. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a aussi un problème au niveau du festival. C'est pas possible de caler ça en sachant que c'est la première partie d'un diptyque. Moi, en fait, je viens... dis-le, en fait. Ouais. Dis-le. Et d'où tu mets une moitié de film, du coup, parce que c'est ce que c'est. C'est une moitié de film et en compétition officielle. Ça n'a aucun sens. Moi, franchement, genre, le film aurait pu durer, tu t'as dit toute la nuit en sortant de la séance. Il y a cet effet-là. Il y a un moment, je me suis dit, ça peut durer pendant 6 heures. Quoi. C'est-à-dire que. Et on n'aura pas épuisé le truc. On va jamais sortir de cette forêt maintenant. Et du coup, c'est pas nécessairement épuisant. Enfin, il y a des moments où je me suis dit, bon, on se répète un peu. Il y a des scènes d'action qui peuvent. Le truc dans la forêt, il y a des moments où c'est un peu too much. Il y a des trucs que j'achète pas nécessairement, tous les trucs scatophiles, l'espèce d'humour un peu graveleux. Pas forcément fan tout le temps, mais j'ai l'impression que ça fait partie du package, parfois en Corée aussi sur pas mal de trucs, donc admettons, mais ces aliens sont immondes. La DA, je comprends pas. Au début, je me suis dit, il y a une sorte de dommage un peu chelou, genre il a fait exprès de prendre un truc un peu rétro sur l'esthétique de la bestiole, parce qu'à un moment, il essaye aussi un peu de l'humaniser, il y a une espèce de contact entre le personnage principal et la bestiole, donc il essaye d'en faire quelque chose d'humain, et de justement d'aller creuser cette espèce de veine que j'aurais pu trouver hyper intéressant. Ouais, ça rappelle The Host, ouais. J'aurais trouvé hyper intéressant d'aller chercher cette espèce de côté Uncanny Valley, mais genre aller vraiment voir au fond de vraiment qu'est-ce que ça fait pour un mec de rencontrer une bestiole et d'avoir l'impression de se reconnaître en elle quand il croise son regard. Et du coup d'utiliser une technique un peu rétro pour avoir cet effet-là sur le spectateur. Il y a un moment, je me suis fait ce film-là dans ma tête en me disant c'est délibéré. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, par la suite, il y a des espèces, il y a un personnage qui est une espèce de transformer alien, il se transforme en plusieurs trucs. Ouais. Il y a des créatures, on dirait les petites bestioles de Star Wars 8 qu'on voit dans le vaisseau qu'on revoit plus jamais. Il y a Grogu, je sais pas quoi là. Bref, bon, il y a la sœur de Neytiri dans Avatar. Il y a il pioche des personnage trucs. De l'attaque des Titans. Franchement, il fait du cherry picking dans pas mal de licences et dans pas mal de trucs différents. Et ça n'a ni queue ni tête. Et du coup, moi je trouve que c'est même pas un nanar abouti parce que j'ai l'impression encore une fois de pas avoir vu un film complet. Donc du coup, je suis assez en colère en fait par rapport même au festival en fait à proprement parler que par rapport au film, dont j'attendrai de voir la suite si elle sort un jour, parce que franchement je vois pas le destin industriel de ce truc, sincèrement je vois pas où ça peut marcher. En fait visiblement il l'aurait déjà tourné. Bah oui, c'est ça. Et il a juste découpé le film en 2 parties parce qu'il avait trop de trucs. Mais ça, frérot, fait des coupes. Enfin, c'est pas fais un truc de 3h20. Je veux dire, on en a vu à Cannes comme ça. Bon, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, quoi. Et là, moi, je suis assez en colère que Cannes ait voulu le prendre quoi qu'il arrive parce que c'était l'événement. Alors, parce que je peux pas m'extraire du fait que c'est ça qui a fait que c'est en compétition, alors que ça n'a aucunement sa place. C'était une très bonne ici. séance de minuit, mais ça dure trop longtemps pour une séance de minuit. Même pas, parce que c'est pas un film fini. Donc moi je suis saulé en fait, je sors effectivement, je me dis on coupe en plein milieu et à un moment ça devient un peu fun potentiellement. Là j'ai l'impression que je vais avoir la suite et en plus j'ai un peu quand même le sentiment désagréable de devoir attendre Avatar 2 et du coup ça ne sauce quand même pas très bien là du coup. Qu'est-ce que tu veux rajouter Yuri à tout ça Pas grand chose, moi je reviendrai sur ce problème de DA quand même qui est que parce qu'on parle beaucoup des effets spéciaux qui sont pas finis ou qui sont dégueulasses. Ça c'est une appréciation technique de il y a plein de films qui ont des effets spéciaux pas ouf, mais dont tu apprécies le geste et l'intention. Là, le problème, c'est vraiment pas l'exécution, c'est vraiment l'intention. Et je pense que ce problème de DA, il se retrouve pas que en fait dans les monstres. Il se retrouve en effet dans les décors de tout ce qui a trait au côté SF. Globalement, c'est hyper banal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le film doit faire un choix de comment représenter
un truc qui a déjà été représenté 1000 fois au cinéma, en fait il fait le choix le plus banal. Les créatures, elles ont une gueule banale. Le vaisseau, machin, enfin tout ce qui est attrait à la SF, ça a une gueule banale. La musique, elle est banale. En fait, tout est banal. Et ça, c'est quand même quelque chose qui arrive à cohabiter en effet avec ce que vous avez dit. Et puis par ailleurs, le film est complètement con. Enfin, faut venir aussi. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça ne raconte rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, enfin, moi Je trouve que tu peux pas nécessairement encore juger. Encore une fois, ça se trouve les trucs se dénouent. Pour l'instant, ça ne C'est raconte ça le rien. souci. C'est-à-dire que pour l'instant, ça Alors, ne raconte C'est rien. là où on est un peu coincé, quoi. Ouais, mais alors si je peux rajouter un petit truc quand même là-dessus, c'est que là on a parlé effectivement de la mise en scène, de la DA du film, etc. Et je disais narrativement, en termes de construction, ça n'a aucun sens de s'arrêter au milieu. Mais au-delà de ça, il y a quand même un truc qui est très étrange, c'est-à-dire que la mise en place, par exemple, de tous les personnages, elle est Oui, c'est brillante. Mm. C'est-à-dire que l'arrivée du flic, l'arrivée de la T'as vu collègue des du flic. personnages, toi Bah, Moi, j'ai au vu des début- archétypes. Au début, j'ai vu des archétypes très très drôles. Mais oui, mais au ils début, sont marrants, mais mais je ils sais, n'existent pas. laisse-moi parler. Non. C'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve que la mise en place de ces personnages, elle est à chaque fois assez brillante. Et moi, franchement, toute la galerie de personnages au début, je l'ai acheté et j'aimais bien cette espèce de côté à moitié choral de tous ces personnages qui sont des pieds nickelés, etc. Ils n'évoluent jamais, on les perd en cours de route. Tout, et en fait, il y a une espèce de sentiment de surplace qui s'installe au bout d'un moment. Et finalement. Ça va nulle part. Donc j'ai l'impression d'un film qui ne tire jamais les fils de ce qu'il pose. En fait, ils pourraient tous mourir, on Et s'en de- fout, on pourrait en prendre d'autres et ça pourrait être pareil. Et d'ailleurs, ça, je pensais au début que c'était une volonté du film de faire un truc choral, de dire en fait, il n'y a pas vraiment de personnage. C'est-à-dire que, en fait, le personnage, c'est tout le monde contre ces aliens. Et d'ailleurs, il y a un film, et il y a un autre truc qui m'a vraiment gêné, c'est-à-dire que la salle était en train d'applaudir Alors. au moment où on assassinait des créatures. Et j'étais un peu là, genre, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux raconter ? Ou est-ce que c'est vraiment Ouais. ce truc un peu fascisant de finalement trop bien, enfin tu vois, Oui, on mais- jubile de la mise à mort de quelqu'un. Enfin, il y a un truc qui Alors, moi, m'a... justement, c'était pour aller au bout de ça, c'est que je trouve, je te disais, il y a un truc de mise en place des personnages et après c'est pas du tout suivi. Il y a aussi cette espèce de truc très étrange de quand tu regardes le film, t'as l'impression au début les gens riaient énormément dans la salle et en fait au bout d'un moment ils se mettent à rire contre le film. J'ai l'impression. Enfin, Moi, peut-être. je suis d'accord avec ça. Le côté. Dès que les monstres commencent à parler. Oui, hein. dès que les monstres commencent Dès à qu'ils commencent à parler. faire Rick à la clé. Genre franchement, c'est trop. Oui, parce qu'il y a quand même ça. Mais Il y a pas- quand même, mais pas c'est Tolkien quand même Alicia qui veut. Vikander et Michael Fassbender qui Bah, font du kigoubi boubasque pendant. Non, mais ils arrivent, 10 minutes. ils font. Mais et nous on les cherchait, on était là quand est-ce qu'ils vont arriver Fassbender et Vikander et bah ils étaient dans les monsieur Arbre. Tu voulais dire quoi ça parce que Et- du coup on t'a non, mais coupé. je voulais dire que tout était à l'image de ça, c'est-à-dire que c'est la même chose avec, on disait au début, on commence à nous installer cette ville et je me dis putain c'est génial, on est là, on est dans le commissariat, on est à l'hôpital, tout est ça, et puis après t'es coincé dans la forêt. En fait il y a vraiment une espèce de truc, il pose plein de trucs et en fait derrière il tire jamais les fils et tu te retrouves bloqué dans un espèce de surplace infinie. Et même si moi je trouve qu'il y a des scènes incroyable dans la forêt, hein. Enfin l'espèce de côté un peu western avec les chevaux et tout, il y a des trucs très marrants. Il y a un côté où je me dis juste mais mec, mais pourquoi t'as comment en fait vous voyez ce mème avec le cheval qui au début est très bien dessiné et progressivement et bah c'est exactement le résumé de ce moi, film. j'ai une autre image qui m'est venue pendant le film, c'est que j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de HPI qui vraiment d'extrêmement doué. Et tu sais, je lui dis bah montre-moi ce que tu fais. Et lui fait non t'inquiète et tout machin. Et donc tu le vois genre en train de faire un truc hyper précis, plein de détails, à prendre du bois, de la porcelaine, des matériaux hyper compliqués à manier. Tu le vois qu'il le fait avec une maîtrise incroyable. Et à la fin tu sais il s'éloigne, il dit bah et alors, et tu vois qu'en fait il t'a sculpté une énorme crotte et en fait genre tu dis mais c'est bien fait. c'est bien fait mais c'est quand même une grosse crotte quoi. Enfin il y a un truc je comprends pas pourquoi t'as passé autant de temps à faire ça, tu vois, il y a pas bon. Mais parce que je pense qu'il est pas fait pour faire de la SF. Ouais. Je pense que Naum Jing c'est un gars qui est dans Moi, le je pense que c'est concret, un prank. dans le réalisme. Mais c'est vrai, tu regardes tous ces films, c'est ça qui marche. Ouais. Et je trouve que c'était déjà un peu les limites que j'avais avec The Strangers. Et là, clairement, Le fantastique dans en The fait, Strangers, je ça pense marche pas trop. il est probablement passionné par ces histoires. Et quand tu vois les films qu'il inspire et tout, c'est ça qui le fait kiffer. Mais je pense très sincèrement que son talent n'est pas là. Et qu'à mon avis, il faut pas qu'il fasse de la SF parce que ça lui réussit pas du Bah, tout. il fait les pires choix, Ouais. les plus banals et des aliens qui font bliblablou. Et bah, écoutez, Et de ce fait, La soupe au chou est un meilleur film. bon bah on terminera sur le fait qu'il a réalisé une très jolie crotte, mais que ça reste une crotte. On attend l'épisode 2. Après, ça reste à voir. Moi, j'ai quand Ah même non, mais des alors, conseils oui, aux non, gens. bien sûr, Genre, bien c'est sûr, quand même. Mais on a moi, pensé j'ai pas que jamais c'était vu une un film comme ça, hallucination quoi. collective et on a quand même dit qu'il y avait des passages qui étaient des véritables chefs-d'œuvre et que le mec est un surdoué de la mise en scène et il faut quand même le dire. Juste attendez-vous à voilà 1 heure de chef-d'œuvre faut et pas ensuite accrochez-vous parce que vous allez pas très bien comprendre ce qui se passe et c'est normal. Finalement c'est une grosse diarrhée quoi. C'est De compliqué. ce point de vue-là et donc voilà. Après voilà. Franchement faites-vous votre expérience quand vous le verrez en salle. bien. Mais une très bonne diarrhée voilà.
Valentin, tu as vu 2 films à un certain regard. On va commencer avec le film japonais de toutes les nuits, Les Amants de Yukiko Sode. C'est l'histoire de Fuyuko qui mène une vie discrète et solitaire rythmée par son travail de traductrice et quelques rares sorties avec une collègue extravertie. Sa rencontre fortuite avec un professeur de physique avec qui elle partage une fascination pour la lumière vient peu à peu bousculer ses habitudes. Vous rigolez parce que c'est très japonais, c'est ça? J'ai passé ma En fait, si tu me faisais un blind test, genre de quel pays vient ce film, j'aurais dit le Japon. Non, mais c'est un peu biaisé. J'ai passé ma journée. On m'a demandé 12 fois c'était comment le film. J'ai dit c'était très japonais. J'ai pas fini le pitch. À son contact, Fuyuko commence à regarder le monde différemment, sort de son isolement et se confronte pour la première fois à ce qu'elle n'avait jamais osé vivre. C'est encore plus japonais. Ouais, mais alors en fait, ce qui est étrange, c'est que le pitch laisse à penser que ça va être un peu un truc de dev perso, en mode éclosion. Elle sort de sa torpeur et tout. Et en fait, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que le film démarre comme une sorte de Perfect Days, le un film peu de Wim Wenders remasterisé. sur le nettoyeur de toilettes. Exactement, sur ce mec qui a une espèce de routine de vie très claire, très marquée. On filme, alors, et du coup, plein de petits poncifs de mise en scène. On filme les objets. Il y a toujours les lumières sont toujours rasantes. Je sais pas comment ils se débrouillent. Le soleil est toujours très bas. Bon, tout est vraiment bien organisé. Et puis en fait après tu comprends très vite que au-delà de cette espèce de praxis de la solitude, en fait c'est elle corrige et quand il n'y a plus de lumière elle allume sa lampe et puis elle continue. En fait, tu te rends compte qu'il y a effectivement un peu quelque chose de pourri. Et le film va d'ailleurs des fois l'amener de manière extrêmement violente. C'est-à-dire qu'en fait, je spoil pas nécessairement, mais on se rend compte que ce personnage en fait est traumatisé et que c'est pas du tout une meuf qui aime pas les gens et qui est un peu asociale et qui vit bien les choses comme le gars de Perfect Days. Elle est traumatisée. C'est-à-dire qu'en fait, il lui faudrait certainement des traitements médicamenteux si elle devait voir des gens. Et on se rend compte par ailleurs, spoiler aussi, mais bon, ça on va l'apprendre très vite, qu'elle est foutrement alcoolique aussi. Et donc du coup, elle ne tient le coup que grâce à l'alcool. Et donc en fait, ça donne un twist. Elle sorte avec Garance finalement. Ouais, bah peut-être pas du coup. Oui, non, mauvaise idée en fait. Je sais pas ce que je raconte. Camarade de galère. Donc, je pense que le film prend une tournure étrange à partir de ce moment-là, et il prend une deuxième tournure étrange quand il décide de pas faire de cette relation une romance telle qu'on pourrait se l'approprier, se l'imaginer au départ, mais en faire une relation un peu bizarre dans laquelle ils se parlent, mais en même temps on a l'impression qu'ils se font un peu chier, donc les discours, enfin les dialogues durent très longtemps, et en même temps ils ont l'air toujours très, très contents de l'issue de ces dialogues. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle développe des sentiments pour lui, et en même temps il se passe rien entre eux, et c'est très clair qu'il va assez rapidement il va rien se passer. Enfin, il y a un discours qui est très bizarre parce que le film finit par être vraiment à l'opposé de ce qu'il promettait d'être au départ, c'est-à-dire vraiment c'est pas du tout un truc de dev perso. C'est-à-dire que ce personnage, en fait, il est englué dans ses contradictions, dans ses problèmes, et on le laissera là, quoi. Et je trouve que c'est du coup un drôle de truc parce que tu sors en étant un peu méditatif sur finalement c'est quoi mes propres choix de vie psychologiquement où j'en suis. Enfin, il y a un truc qui te remet beaucoup en question. Finalement, c'est un film de dev perso. Ouais, bah, mais pour moi, pas pour le personnage. C'est un délire très entre guillemets anti-occidental. Tu vois, il y a un rapport à ça qui est assez différent. Il y a un truc très anti-libéral. De dev perso qui est très anti-libéral. Et du coup, c'est très étrange. Et puis bon, par ailleurs, effectivement, c'est assez savoureux. Je sais pas si le film sortira en France, je sais pas quand il sortira, avec quelle sortie et quelle distribution, mais c'est assez intéressant parce que les petits plaisirs de Cannes, notamment, c'est de voir des films, effectivement, vraiment concrètement. On parlait du coup hier de Congo Boy, qui était un film qui avait quand même une patte française. Là, en l'occurrence, il y a de patte française, il n'existe pas. C'est-à-dire que de bout en bout, je pense que les interactions entre Thierry Frémaux et la réalisatrice étaient catastrophiques sur scène d'un point de vue. Tu sentais que culturellement, ils ne parlaient pas la même langue. Là, en fait, moi, avec le film, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je ne parle pas le même langage que lui. Du coup, c'est assez fascinant. C'est un des petits plaisirs du festival aussi. Bon, on espère quand même que du coup, il sortira en salle pour pouvoir le rattraper et en parler. C'est plutôt intéressant, en vrai, ouais. Et t'as aussi vu I'll Be Gone in June de Katharina Revilis, tu l'as vu aussi? Non, j'avais envie de le voir. Celui-là, une étudiante allemande débarque dans le désert du Nouveau-Mexique pour une année d'échange. Elle pensait trouver l'Amérique de ses rêves. Elle découvre un pays inquiet, un amour fragile et cette vérité que chaque génération finit par rencontrer. Le monde que l'on nous promet n'est jamais celui qu'on trouve. Ouais, là, c'est catastrophiquement pitché là encore. Mais en fait, là pour le coup, malheureusement, je dois me référer au pitch officiel du festival. C'est vrai que je pense que le film promet beaucoup de choses là encore, mais en fait, concrètement, je pense que c'est un mauvais film, tout est raté. C'est-à-dire que tu regrettes un peu moins, Florian? Il y a rien qui va. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi depuis le début du festival, je suis beaucoup attaché à la performance des acteurs et malheureusement l'actrice principale est pas du tout bonne. Donc ça ne marche pas. Et concrètement, le film a fait un choix assez catastrophique, c'est de placer son récit en 2001. C'est-à-dire, elle arrive au moment, en gros, du 11 septembre. Et donc
va se nouer une espèce de truc hyper lourdingue autour de qu'est-ce que ça fait d'être une Allemande de l'Est pour qui le mur est tombé il y a une douzaine d'années, qui du coup est née plus ou moins au moment où le mur est tombé, avec cet héritage-là, d'arriver dans un pays, l'Amérique, qui va reconstruire son impérialisme, etc. Et du coup, le film ancre un contexte hyper lourd et en plus adresse ce sujet-là via vraiment les trucs les plus lourdingues qui soient, c'est-à-dire qu'on voit littéralement le 11 septembre en direct à la télé et après ils en discutent en classe pendant un quart d'heure, c'est-à-dire que on n'en peut plus. Et au-delà de ça, tout ce qu'il essaie de construire en parallèle, c'est-à-dire une romance, un peu, voilà, et puis une espèce de récit de coming of age, c'est-à-dire cette jeune fille va se découvrir, va aussi se heurter à ses limites, à ses premières peines, à vraiment tout un tas de choses. En fait, tout est vraiment fait sur le modèle d'un succès d'année d'autre chose, c'est-à-dire que concrètement, la romance, c'est un peu Lady Bird en moins bien, en moins witty, moins fun, moins audacieux, moins bien écrit, quoi. Tout est un peu cliché. Vraiment, les dialogues entre le mec et la meuf, c'est horrible. Et après, vraiment, par ailleurs, elle pompe assez allègrement Andrea Arnold, c'est-à-dire qu'il y a tout ce côté un peu white trash américain et combiné, là encore, à des grands paysages désertiques. Enfin, il y avait vraiment du American Honey, mais par-dessus le nez, quoi. Et donc, du coup, forcément, c'est pas bien parce que c'est moins bien fait et que Andrea Arnold, c'est pas, voilà, c'est quand même une bien meilleure réalisatrice, malheureusement. Après, je crois que c'est une jeune réalisatrice ou que c'est un de ses premiers. Donc bon, je vais pas l'enterrer tout de suite, mais c'est vrai que c'est un peu Est-ce que tu vas l'enterrer dans le désert du Nouveau-Mexique? On pourrait, ouais. Non, mais c'est un peu rude et puis tout est vraiment dans l'emphase, enfin tout est empoulé, c'est un peu rude. Et le personnage principal, ça c'est interdit aussi, mais elle place aussi l'histoire en 2001 pour pouvoir utiliser un caméscope la moitié du temps, et ça c'est pénible. Voilà, ça c'est pénible. Alors, en fait. T'as intérêt à m'expliquer solidement pourquoi tu fais ça, et là je comprends pas. Donc elle a dû avoir une autre carrière avant parce qu'elle a 40 ans, mais on me dit qu'elle a 18 ans de carrière. Donc je sais pas si elle a été comédienne avant ou pas, mais elle est pas toute nouvelle dans le milieu de ce point de vue-là. Bon. En tout cas, mais j'ai pas checké si c'était son premier, deuxième film, etc. Mais bon, j'ai trouvé ça dur. Voilà. T'as trouvé ça dur et tu le recommandes pas. Et enfin, en séance spéciale, Florian, tu as vu Les Matins Merveilleux de Avril Besson. De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo à peine remise de la mort de sa grand-mère Charlie Roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu'une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l'instant, elle roule. Ce pitch est... c'est les pitchs de Cannes, quoi. Ouais. Donc elle roule dans sa Twingo. Ouais. Non, le film est cool. C'est un film assez feel good, mais un peu oubliable en fait. Je sais pas trop pourquoi il est à Cannes en vérité. C'est un film qui serait passé un peu, je pense, inaperçu au fil de l'année. Alors que là, il est en séance spéciale. Ouais, c'est clair. Mais non, j'ai aimé pour le coup plus ce que ça propose en termes de représentation dedans, parce qu'il y a le personnage de Raya Martini qui est déjà, c'est une femme trans. Son personnage aussi est trans. Et déjà, le mot trans n'est jamais dit à l'écran. On est amené à le comprendre par des petites références dans des discussions, par exemple qu'une relation compliquée avec les parents et elle a coupé le contact. Il y a un moment donné, elle essaye de faire une pétition, je crois, pour changer quelque chose dans le village. Et il y a une personne du village lui dit mais en fait ce sera pas toi qui ira le présenter ça à la mairie parce que tu sais que c'est compliqué. Et on comprend en fait que c'est à cause de sa transidentité et que donc en fait il y a toute cette partie-là en fait qui existe en filigrane mais qui est pas, et je trouve ça c'est très bien que ce soit banalisé en fait comme ça, ne soit pas fait ça rejoint la trend dont tu parlais depuis le début du festival. C'est tous les films français pour le coup sont dans cette mouvance-là en fait de faire des non-sujets de tout ce qui est queer. Donc c'est assez cool. Et il y a aussi une scène d'intimité qu'on n'a jamais vue, j'ai l'impression, en France entre justement le personnage d'India et Raya Martini, parce qu'il y a une histoire d'amour qui se crée de manière totalement un peu anodine mais qui finalement fait sens, qui est très mignonne. Non, ça fonctionne, mais c'est juste à la fin tu te dis bon, je l'ai vu, mais je l'ai aussitôt oublié, quoi. Et en termes de mise en scène, etc. Très classique en fait. Il y a rien qui m'a marqué en fait en termes de plan, d'image. Enfin, il y a pas de, même le montage est pas spécialement, tu vois. Est-ce que le film commence par un plan caméra à l'épaule sur le personnage qui marche? Et juste avant, je crois pas. Et juste avant, on entend quelqu'un qui fredonne ou qui parle, mais on n'a pas encore l'image. Garance, c'était ça, non? Ça a commencé comme ça d'ailleurs, je crois. Ah bah voilà. Garance, ouais. Ah bah voilà. On l'a, le film au moins un par jour. Voilà, on l'a eu. Rita, tu es allée voir un film un Cannes classique et tu es allée voir le documentaire sur David Lean de Barnaby Thompson qui s'appelle Maverick, The Epic Adventures of David Lean. Et merci Rita, allez, c'est une bonne émission.
ce documentaire sur C'est un David Lean. documentaire Arte, genre vraiment, ça n'a aucune place en festival. Je pense que c'est super pour une P2 à la télévision, voire séance de minuit à la télévision. P2 étant deuxième partie de soirée. Deuxième partie de soirée, c'est vraiment un documentaire à la papa, narré par Kate Blanchett dans une narration un peu odieuse. Tout ceci étant c'est-à-dire que vraiment, c'est une narration où elle répète des choses qu'on nous a déjà montrées avec des images d'archives, en disant « And then, he was very sad because he's lost his dad ». Ce genre de truc. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais par contre, c'est très intéressant parce que David Lean était un mec zinzin. J'adore son cinéma et je ne savais pas qu'il avait. Peut-être redire quelques-uns de ses films pour Laurence d'Arabie, Dr. évidemment. Givago, Laurence d'Arabie, Brief Encounter, Summertime. Le pont sur la rivière Kwai. C'est quelqu'un qui a fait du cinéma, du grand spectacle, quelque chose d'assez fou. Et beaucoup des cinéastes d'aujourd'hui, notamment Spielberg, Villeneuve. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'interviews. Hein. Ils étaient tous dedans. Coppola, Spielberg, Villeneuve. Il y avait Chloé. Il y avait vraiment beaucoup de monde, en tout cas, qui était là pour dire que ils avaient été très inspirés. Mais Spielberg, c'est vraiment, si vous aimez le cinéma de Spielberg, vous aimez le cinéma de David Lean, je pense. Je voulais en parler très brièvement, malgré le fait qu'on finir sur la diarrhée, ça aurait été plus intéressant, pour dire que je trouve que c'est un super documentaire qui parle de la façon dont ces mecs-là se sont construits une persona de génie torturé, parce qu'en fait, il y a presque un décalage. Là, on a beaucoup rigolé en fait dans la salle, ça riait vachement, parce que il y avait un décalage entre ce qu'il nous racontait et comment est-ce que lui se décrivait dans son journal intime ou dans les lettres qu'il envoyait à ses femmes. Ces femmes 6. Il a été marié 6 fois. Sans compter les meufs qu'il avait pendant ses mariages. Oh wow. Et je parle pas genre de coup d'un soir, il avait vraiment des copines et des épouses, c'était vraiment un harem à ce stade. Et dedans, dans ses lettres où il est vraiment en mode ouin, alors que le décalage avec ce qui est raconté fait que ça crée un décalage humoristique de ce mec-là qui s'est vraiment voulu torturer alors que ça allait en vrai bien. Et donc c'est assez drôle, et surtout voir comment il a façonné des façons de faire le cinéma artisanales, mais à des échelles immenses. Et Denis Villeneuve, il en parle énormément. Et il y a aussi Alfonso Cuarón qui est très fan de ça dans le film, qui parle de à quel point est-ce que ça les inspire, parce que ce mec, il a fait construire des ponts de partout pour la rivière Kwai, dans des endroits où on n'avait jamais tourné avant. Je pense que ça n'était absolument pas éthique. À mon avis, des gens sont morts sur ces tournages. Je finirai sur une anecdote assez zinzin qui est sur le tournage d'un de ses films qui a été le moins aimé, qui était une adaptation de Madame Bovary, que je n'ai pas vu. Il y avait un monsieur, un des acteurs qui avait un faux œil en verre. Et en fait, ils allaient tourner ils ont attendu des mois pour tourner pendant une tempête, parce que David Lean voulait absolument qu'on ait une vraie tempête irlandaise dans le film. Il voulait pas le faire en effets spéciaux, donc une tempête de bâtard. Et il a dit à l'acteur, tu te jettes dans l'eau, mais on te met un fil et tu lèves la main si genre il y a un problème avec une vague, parce que ça va être une grosse vague en mode tsunami. Donc il le jette dans la vague, et le monsieur il lève la main plusieurs fois, et on a les images, en fait c'est les images qui ont été gardées dans le film, et il le tire pas. Et il finit par le tirer à la fin, et on a une photo du gars complètement HS et tout. Il a perdu son œil de verre pendant la vague, et sa cornée était remplie de sable. Et quand Et c'est devenu Jean-Marie Le Pen. Non. Donc voilà, David Lean, c'était pas un chic type, je pense. Il a fait des super films. Cette anecdote de la cornée, elle m'a achevé. Mais moi aussi, je vois des films qui font peur. Bah ouais. Bah alors. Mais je recommande, je pense qu'il ne sortira jamais en France. Parce que, comme pour reprendre les mots de Thierry Frémaux en introduisant la séance, c'est bien que la salle soit pleine pour David Lean, qui pourtant a été oublié et est mort. Ce qui est vrai, mais ces films n'ont pas été oubliés quand même. Non, mais n'importe quoi, les il m'a grosses trop fait références, c'est n'importe quoi, ouais. Mais du coup, documentaire très intéressant sur le fond pour découvrir le personnage. Vous n'avez pas besoin d'aller en salle pour le voir. C'est pas un documentaire de salle de cinéma, c'est un documentaire à voir à la maison, encore une fois. Mais moi, si j'étais tombée dessus sur Arte, je l'aurais vu en entier, quoi. Ouais. C'est ça que je dis. Mais c'est aussi le rôle de Cannes Classics de mettre Exactement, en avant les documentaires sur le cinéma. Qu'ils soient pour la salle ou pas, enfin c'est quand même ils font quand même ce travail de mettre en lumière aussi ce genre de film. Voilà. Totalement, et c'est bien pour ça. Enfin moi je suis à Cannes pour ça à 100%. Moi je suis pas allée voir Hope pour voir ça à la place. Donc vraiment je valide. Et bah écoute, trop bien. J'espère que cette fois-ci je censure personne et qu'on a bien terminé cet épisode dans lequel on aura parlé de diarrhée, d'œil de verre perdu et de cornée remplie de sable. À demain pour ce n'est que le troisième jour. Ce n'est que le troisième jour pour le 4e jour des capsules cannoises. Et puis à très vite, n'hésitez pas à réagir.